On est dans les temps. Voilà, je reviens. Donc ça va être peut-être une présentation un peu plus basique qui va parler des symptômes cliniques. Juste, je ne vais pas revenir sur la définition OMS qui a été présentée par Clara, mais pour vous dire, vous voyez le titre, c'est Condition Case Definition. Donc le Covid long n'est pas une nouvelle maladie, c'est un statut au sein du Covid, une forme clinique. Et ça, c'est quand même intéressant. Cette définition, elle émane d'un consensus Delphi européen avec plusieurs tours. Et chaque mot dans cette définition a été gardé après le premier round, le deuxième round ou le troisième round. Donc, c'est une définition qui peut évoluer, bien sûr, quand on saura plus de choses. Alors, je vais vous montrer quelques articles et puis, bien sûr, l'expérience qu'on a eue à l'Hôtel-Dieu. Donc, déjà, la première chose, c'est que les symptômes du Covid long sont différents de la phase aiguë. Vous avez sur ce graphe les symptômes de la phase aiguë de façon décroissante et on voit bien qu'à la phase persistante, les symptômes sont différents, avec en particulier l'asthénie qui est plus fréquente, les signes thoraciques, dyspnée, douleur thoracique, et tout un tas de la tachycardie, donc ça c'est cardiothoracique, et tout un tas de signes neurologiques que les gens n'ont pas ou très rarement en phase aiguë, que ce soit des troubles cognitifs, des troubles sensitifs, etc. Je ne reviens pas sur les caractéristiques des patients déjà présentés par Clara. Donc il y a eu énormément maintenant de publications sur les signes cliniques qui se regroupent en fait, donc j'ai choisi de vous présenter celle-ci, de Compare, qui est coordonnée par un épidémiologiste, mais qui recueille vraiment les symptômes déclarés par les patients. Ici, il s'agissait de 600 patients qui détaillent leurs symptômes, qui partagent leurs difficultés quotidiennes et qui ont donc exprimé 50 symptômes au moins, qu'ensuite ont été reclassés. Et vous voyez que, comme dans la publication précédente, c'est la fatigue qui sort en premier, les céphalées, la dyspnée, et puis les signes neurologiques et les douleurs. Donc, il est maintenant assez admis, on va voir maintenant les symptômes en détail, que les principaux symptômes, ce sont la fatigue, les signes neurologiques et les signes cardiothoraciques, en particulier la dyspnée. Donc, je vais maintenant approfondir quelques-uns des symptômes. La fatigue, c'est le symptôme le plus prévalent. En français, fatigue, c'est une fatigue habituelle. En anglais, fatigue, c'est une fatigue très importante qui peut confiner à l'épuisement. Cette fatigue est particulière, elle est déclenchée par des efforts qui sont autrefois bien tolérés, que ce soit des efforts physiques, intellectuels, et parfois d'autres facteurs comme le stress, les règles ou les repas. Elle est en général associée à d'autres symptômes, en particulier neurologiques, comme l'a montré Olivier, et quelquefois ça peut confiner au malaise. Les patients ressentent un sentiment brutal de manque d'énergie, qu'on connaissait dans d'autres maladies, notamment le syndrome de fatigue chronique, comme un malaise post-effort. Donc, est-ce que c'est exactement pareil? On ne sait pas encore, mais ça y ressemble quand même. Cette fatigue s'améliore avec le repos, avec le sommeil et un peu avec le temps, mais c'est un des symptômes les plus persistants. Deuxième type de symptômes, et là je vous montre la distribution des symptômes observés chez les patients de la cohorte Hôtel-Dieu, sont les troubles cognitifs. À peu près 70% des patients qui se présentent dans une consultation hospitalière se plaignent de troubles neurologiques, au sein desquels les troubles cognitifs sont les plus importants. Ce sont des troubles de concentration. Les gens ont l'impression que leur cerveau est saturé, qu'ils ne peuvent pas faire une double tâche. Donc quand ils font une seule tâche, tranquillement, qu'ils ne sont pas dérangés, ça va. Mais dès qu'ils doivent faire deux choses à la fois, répondre au téléphone ou qu'une réunion, par exemple, est trop longue, ça ne va plus. Il y a des troubles de la mémoire également, c'est surtout la mémoire immédiate qui peut entraîner des conséquences importantes. On oublie la clé sur la voiture, les enfants à la crèche, le prénom de certains collaborateurs. Ça peut avoir des conséquences quand même vraiment majeures. Des céphalées, vous voyez, c'est des céphalées qui sont plutôt tensives,
un peu différentes des migraines. Des troubles sensitifs qu'on n'a pas encore bien étiquetés sont des fourmillements, des picotements, des brûlures sur tout le corps qui n'ont pas forcément une topographie radiculaire, même si de temps en temps on peut mettre en évidence des neuropathies. Et puis des signes, des troubles du sommeil sont extrêmement fréquents, des troubles de l'équilibre, donc j'ai appelé ça vertige, mais c'est en fait des sensations d'instabilité, et là aussi c'est extrêmement difficile de savoir si c'est vestibulaire ou plutôt cérébelleux ou autre. Et puis ensuite, tout un tas de symptômes difficiles à étiqueter qui font penser à des troubles un peu dysautonomiques. Ça peut être des variations thermiques avec des gens qui ont extrêmement froid alors que leur température est normale, ou qui ont au contraire des bouffées de chaleur, des troubles de la déglutition, des tachycardies posturales ou des tachycardies qui surviennent en pleine nuit, des accès brutaux de dyspnée. Alors bien sûr, quand on est devant ce genre de patients, au départ, on faisait des examens neurologiques très larges et on les envoyait aux neurologues. On se rend compte que les examens neurologiques de première intention sont souvent peu contributifs. Les IRM ont des images flaires, souvent non spécifiques. Les électromyogrammes standards sont souvent normaux. Les EEG sont souvent normaux. Il faut aller vers des explorations beaucoup plus poussées pour trouver quelque chose qui ne sont pas disponibles pour tout le monde, notamment les bilans neuropsychologiques qui objectivent cette fois-ci les troubles attentionnels et les troubles de la mémoire immédiate. Les TEP scans qui peuvent trouver des hypométabolismes, je crois que M. Gage va certainement en reparler, des électromyogrammes beaucoup plus poussés, voire quelquefois des biopsies cutanées et musculaires pour mettre en évidence des troubles neurologiques périphériques. Donc pour l'instant, la physiopathologie de ces symptômes n'est pas très connue. Ce qui ressort des publications les plus récentes, c'est qu'il pourrait quand même y avoir une neuroinvasion chez certains sujets. La plupart des sujets font une infection au niveau ORL, donc au niveau du bulbe olfactif, et puis ensuite, quand ça se complique, c'est plutôt pulmonaire. Mais chez certains sujets, ça pourrait passer de la lame criblée vers le tronc cérébral, y rester ou non, mais en tout cas entraîner des conséquences en termes inflammatoires, en termes vasculaires. Et ce tronc cérébral, finalement, on se rend compte que c'est extrêmement important dans l'organisme, puisque c'est le lieu non seulement des ganglions, des nerfs crâniens, aussi de sites d'énormément de fonctions importantes comme le sommeil, des fonctions neurocognitives, l'anxiété, le moral, etc. Et puis, bien sûr, le passage aussi de nerfs afférents et efférents, donc un lieu de connexion entre les différentes aires cérébrales. Donc, une atteinte du tronc cérébral peut expliquer, vous voyez, tout un tas de symptômes de différents organes. Donc, on les classe par organe sans savoir si une partie n'est pas en réalité des troubles neurologiques. Deuxième type de symptômes, à part les troubles neurologiques, sont les symptômes pulmonaires et cardiaques. Premier type, le symptôme le plus fréquent, c'est la dyspnée. Et là, on a énormément avancé grâce à nos collègues pneumologues, puisqu'ils nous ont très rapidement dit qu'en fait, ça ressemblait énormément à un syndrome d'hyperventilation qui préexistait au préalable. Donc, c'est vraiment la première chose à regarder. Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome d'hyperventilation? Ça se rééduque bien. Mais ce n'est pas la cause unique. On peut trouver de temps en temps des micro-embolies pulmonaires, il faut toujours faire attention, un asthme ou une hyperréactivité bronchique ou d'autres causes. Autre signe thoracique, ce sont des sensations d'oppression ou de douleur thoracique, de tachycardie, palpitations. Et là, les causes sont extrêmement variées, comme vous le voyez à gauche. Ça peut être des douleurs pariétales, chondrocostales, assez fréquentes. Et on se rend compte que les patients ont souvent des contractures des muscles intercostaux, des contractures diaphragmatiques. Ça peut être des douleurs viscérales, pleuropulmonaires ou digestives, et les gastrites, œsophagites sont très fréquentes. Et ça peut être aussi des douleurs cardiologiques. Et dans notre cohorte à l'Hôtel-Dieu, 6% des patients ont eu un diagnostic de péricardite ou de myocardite. Vous avez ici un aspect en bas de myocardite. Ce sont des myocardites qui sont sous-épicardiques, donc ce n'est pas des myocardites qui confinent à l'insuffisance cardiaque, mais qui donnent malgré tout des douleurs extrêmement importantes, un peu comme des douleurs d'infarctus, et qui bloquent les sujets. Donc, si ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout des explorations.
Et puis ensuite, tout un tas d'autres symptômes plus rares, toux, des saturations, assez rarement finalement. Les symptômes digestifs sont observés chez environ un tiers des patients, ce qui est assez fréquent. Et vous avez ici les symptômes, donc des diarrhées, qui sont des diarrhées motrices, ce n'est pas du tout des diarrhées infectieuses, hein, c'est des selles vraiment abondantes brutalement, des douleurs abdominales, avec quelquefois des douleurs abdominales postprandiales qui peuvent confiner au malaise, des nausées, des vomissements, des douleurs épigastriques ou œsophagiennes, et les fibros montrent des gastrites ou des œsophagites qui sont vraiment traitables par IPP, et puis des signes à nouveau plutôt neurovégétatifs, certains patients se plaignant d'une sensation de satiété, de difficulté de déglutition ou de troubles sphinctériens. Donc ces troubles digestifs ne sont vraiment pas encore énormément explorés. Plusieurs hypothèses se confrontent dans la littérature. Ça peut être une inflammation du tube digestif avec une hypersécrétion peut-être mastocytaire, et les antiallergiques sont parfois efficaces, une atteinte du système nerveux autonome, peut-être la persistance virale dans certains cas, dans certains tissus, et Lisa vous en reparlera, je pense, ou peut-être une perturbation du microbiote. Donc vraiment beaucoup de recherche est à faire dans ce champ des symptômes digestifs. Des douleurs sont très fréquentes, des douleurs musculo-tendineuses, plus qu'articulaires, avec des myalgies. Les gens ont des sensations de contracture brutale, de sensations d'étau, quelquefois de tremblement de leurs muscles, et de fatigabilité à l'extrême. Donc là aussi, ce qu'on observe biologiquement, c'est quelquefois des CPK qui sont augmentés ou des lactates qui sont augmentés. Les biopsies musculaires sont peu contributives, mais de temps en temps peuvent montrer des cas de myosite sur un tissu musculaire qui est normal, certains myocytes qui sont en nécrose myocitaire. Les signes articulaires, je ne vais pas en parler parce qu'ils sont quand même rares, c'est plutôt des synovites ou des atteintes tendineuses que des vraies arthralgies. Alors quelque chose qui est très frappant et qui montre quand même qu'il y a vraiment un côté somatique dans ce Covid long, ce sont les signes cutanés. Donc à la phase aiguë, on sait qu'il y a des signes cutanés, mais à la phase prolongée également, avec les principaux qui sont des pseudo-engelures, donc plutôt quelque chose de vasculaire. On sait que les engelures sont dues en général à des dépôts d'immunoglobulines dans les vaisseaux, des urticaires et des eczémas chez des gens qui n'avaient pas de symptômes, des livées d'eau, des desquamations. Vous avez ici des desquamations extrêmement importantes, comme on voit en post-viral, par exemple dans les infections à Coxsackie, des hématomes spontanés. C'est assez curieux, ces hématomes spontanés, et je me demande si ça ne peut pas être lié à une atteinte vasculaire. Vous avez ici quelque chose de très déconcertant, qui sont des inflammations veineuses chez le même patient, puis quand on va vers la droite, donc d'abord une dilatation veineuse, ensuite une inflammation sur le trajet qui a été dilaté, et ensuite une vasorétraction. Donc on a l'impression qu'il se passe quelque chose de vasculaire chez ces patients. Récemment, une collaboration a été faite avec la Fondation Rothschild, auquel on envoie nos patients qui ont des signes ophtalmologiques. C'est assez fréquent. À peu près 10% des patients se plaignent d'avoir une vision trouble ou déformée ou une baisse de l'acuité visuelle. Quelquefois une gêne à la lumière, quelquefois des douleurs oculaires quand ils bougent les yeux, ou quelquefois carrément des dysosmies, c'est-à-dire qu'ils regardent la télévision ou cette salle, et ils ont du mal à bien former l'image. Et bien, nos collègues ophtalmos nous ont dit très rapidement, mais l'œil est une extrêmement bonne porte d'entrée sur le cerveau et aussi sur la vascularisation. Ils ont mis en évidence, d'une part, une sécheresse oculaire très fréquente, des atteintes de la rétine, avec des rétinopathies maculaires aiguës, comme on voit quelquefois dans les infections virales, et puis des hypertrophies vasculaires, en particulier des hypertrophies importantes des vaisseaux choroïdiens. Donc ça, c'est quand même un message important. Chez ces patients qui ont des troubles visuels, pensez à envoyer les patients à l'ophtalmologiste parce que des traitements symptomatiques peuvent être utiles s'ils sont donnés trop tardivement. Les patients risquent d'avoir des séquelles. Alors, les symptômes psychologiques et psychiatriques, on aura une intervention par le Dr Lima sur cette question. On voit beaucoup de patients qui ont des troubles anxieux, des états dépressifs.
pour lesquels la cause n'est pas évidente. Ils peuvent être générés par l'anxiété de voir ces symptômes qui persistent, la gêne proposée, l'absence de réponse diagnostique ou thérapeutique satisfaisante, mais ils peuvent être peut-être aussi neurologiques et dus au virus, parce que beaucoup de patients nous disent « mais je suis irritable », alors que je n'étais pas du tout comme ça auparavant. Donc ces troubles neuropsychologiques nécessitent aussi une recherche spécifique dans ce domaine. Alors là, je vous ai surtout parlé, parce qu'au départ, il fallait vraiment, pour décrire les symptômes chez les sujets qui avaient une PCR positive. Donc c'est les symptômes observés. Mais ensuite, on s'est dit finalement, qu'en est-il des symptômes chez les gens qui n'ont pas d'infection documentée? C'est-à-dire des gens qui ont soit pas eu la chance de faire une PCR, soit qui ont une PCR négative. Et vous voyez, on n'a pris que des gens, bien sûr, qui avaient un Covid probable. Donc on a comparé ici les gens qui ont un Covid documenté en orange à ceux qui ont un Covid non documenté en bleu. Vous voyez que le profil des symptômes est similaire et que même chez les patients qui ont des symptômes non documentés, on a certains symptômes qui sont plus fréquents, qui semblent plus fréquents, comme les signes cardiothoraciques, les signes neurocognitifs, les signes digestifs, les vertiges. Donc vraiment, là aussi, je pense que le fait d'avoir une sérologie négative est quelque chose qui doit nous interroger. Clara a montré que c'était peut-être un facteur de risque de Covid long, et c'est certainement quelque chose sur lequel il faut avancer plus. Voilà. Tout en sachant qu'il y a vraisemblablement d'autres virus chez ces sujets qui ont des signes documentés. Une grande étude faite à Bichat, qui avait fait des PCR multiplex sur tous les sujets qui se présentaient pour des symptômes respiratoires à la première phase, elle a montré, vous voyez ici, qu'il y avait quand même d'autres virus qui circulaient. Si la majorité des gens, en mars 2020 jusqu'en avril 2020, avaient du SARS-CoV-2, on avait quand même une circulation de rhinovirus, de métapneumovirus, de coronavirus. Donc certainement, c'est important de penser à des diagnostics différentiels, même s'ils sont moins fréquents. Alors, ce qui est un peu décevant, ce sont les signes biologiques. Le profil biologique est souvent peu perturbé. On ne peut pas dire qu'il soit normal, mais vous voyez ici, sur les gens explorés, on a de temps en temps un syndrome inflammatoire avec un peu de ferritine augmentée, des D-dimères augmentés, LDH, CPK, azatalate, mais ce n'est pas fréquent. Et du point de vue immunologie, on a plutôt un profil de syndrome post-infectieux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de patients qui ont des facteurs antinucléaires, à des titres qui sont parfois élevés, un 320e, un 280, mais en regard, on n'a pas d'anticorps anti-DNA, donc ce n'est pas du tout en faveur d'une maladie auto-immune, et puis des anticorps anti un peu tout, notamment anti-muscles lisses et muscles striés. On a de temps en temps des augmentations de l'histamine et de la tryptase, et des équipes sont en train de travailler sur le SAMA, le syndrome d'activation mastocytaire, on en reparlera. Des augmentations de lactate qui font donc penser qu'il y a certainement une composante hypoxite ou atteinte mitochondriale, quelquefois des cryoglobulinémies, et puis des décompensations de thyroïdite ou des insuffisances rénales, des insuffisances surrénales plus rarement. Alors, je vais finir simplement par le suivi. Bon, finalement, le suivi est encore court, on n'a pas plus d'1 an de suivi, et je vais vous montrer 2 études. L'étude de Compare, où à 1 an, on a regardé quel est le pourcentage des patients en rémission et le pourcentage qui présentent encore des symptômes. Et vous voyez qu'à 1 an, par ces enquêtes par auto-questionnaire, 84,9% des patients reportent toujours des symptômes. Et en ce qui concerne la cohorte hospitalière de l'Hôtel-Dieu, on voit que bien qu'il y ait une évolution vers l'amélioration, on a aussi une persistance de symptômes avec une alternance de phases de bien-être et d'exacerbation. Donc la question qui a été posée, elle est en bas sur le score. Vous voyez, on demandait aux patients « Comment vous sentez-vous de 1 à 10 par rapport à votre état d'avant la Covid ?» Et vous voyez en bleu que 80% des patients sont un peu mieux, beaucoup mieux. Seulement 3% sont revenus à la normale. Les patients qui s'aggravent sont moins fréquents, mais on a quand même 5% des patients qui se sont aggravés. Mais ce qui est quand même un peu inquiétant, c'est la question sur le retour à l'emploi.
Parmi ceux qui avaient un emploi, à 1 an, 62% n'ont pas repris leur travail à 12 mois. Et parmi ceux qui sont retournés en travail, 98% peuvent reprendre, mais seulement à temps partiel. Et concernant les activités habituelles, si 80% des patients ont repris leurs activités, 22% ne les ont pas repris et 52% seulement partiellement. Donc, on peut dire en conclusion que ces cycles cliniques sont extrêmement polymorphes, peuvent aboutir à des diagnostics. Donc, on peut avoir des traitements symptomatiques pour certains patients. Vous voyez, on a des tachycardies posturales qu'on peut traiter, des œsophagites qu'on peut traiter, des embolies pulmonaires qu'on peut traiter, faire des rééducations respiratoires. Donc, on n'a pas de traitement étiologique, mais on a des traitements symptomatiques possibles. Mais qu'on est devant une maladie vraisemblablement longue, puisqu'on voit déjà à 1 an que les symptômes persistent chez pas mal de patients, avec un impact important sur la vie sociale et la vie professionnelle. Donc, il va falloir se projeter aussi dans l'avenir pour améliorer la prise en charge de ces patients. Merci beaucoup. Tient les temps, c'est incroyable. Alors, on va essayer de continuer dans ce sens-là, et on appelle Madame Serra qui va nous faire un témoignage sur son histoire. Alors, il y a pas mal de questions sur le chat qui sont des témoignages sur l'état clinique personnel. Alors, il y a je pense qu'il y a notamment certaines remarques sur l'écoute et le fait que les médecins peuvent ne pas prendre le temps d'écouter tous les symptômes, qui sont des questions vraiment fondamentales et qui seront touchées, dont on parlera dans la prise en charge sur les tables rondes. Donc on a bien vu les questions et de toute façon on reviendra là-dessus. Là, sur cette session, on s'intéresse essentiellement aux symptômes.